Le numérique impacte profondément nos entreprises. Mais qu'en est-il de nos écoles ? Des changements radicaux apportés par la technologie impactent déjà l'organisation pédagogique, la culture scolaire et l'évolution des compétences des enseignants. Quels sont les usages et les enjeux à venir ? En quoi et pourquoi influent-ils sur les rapports au savoir ? Quelles nouvelles formes d'enseignement vont émerger ? Toutes ces questions, nous les aborderons dans ce nouvel épisode des Héros du Web avec Gilles Babinet, entrepreneur et digital champion de la France à la Commission européenne, Louis Delas, directeur général de l'éditeur pour enfants L'École des loisirs, également Mathieu Nebra, cofondateur de la start-up qui repense la formation avec ses MOOC, Open Classroom. Mais pour démarrer cette émission, rencontre avec la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, dont l'un des principaux chantiers est de faire du développement numérique un pilier pour l'éducation nationale. Entretien. Le but de l'éducation nationale, c'est d'aider tout le monde à apprendre, ou en tout cas trouver sa vocation quand on est à l'école. Vous avez vocation, vous, à faciliter tout ça, mais quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on voit passer des directives, on voit passer des réformes, notamment celle de l'orthographe, qui nous laissent douter quand même sur les enjeux fondamentaux. Est-ce que ceux-ci sont mis en avant ? Et je pose cette question parce qu'aujourd'hui, le numérique est au centre de tout, au centre de tous les usages, au centre de la vie de chacun, mais le numérique au cœur de l'éducation. C'est un cas effectif aujourd'hui ? Je compléterai votre définition. Le but de l'éducation nationale, c'est bien sûr d'apprendre à apprendre, c'est aussi d'émanciper les jeunes, c'est-à-dire de leur faire acquérir les outils de leur autonomie. Et la meilleure façon d'acquérir ces outils, c'est de leur donner le savoir, les connaissances, la pratique, et de faire d'eux des futurs citoyens capables de se repérer dans un monde de plus en plus complexe. Donc pour répondre à votre question, bien sûr, nos réformes, elles doivent veiller à prendre en compte le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que bien sûr, nos élèves doivent toujours avoir cette culture classique, ces connaissances, ce savoir sans lesquels rien ne se comprend véritablement. Mais ils doivent aussi accéder à la modernité du monde et à des outils qui ont totalement envahi notre quotidien, le numérique par exemple. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un plan pour le numérique qui est d'une ambition inégalée et qui va commencer par concerner les élèves du collège, mais à terme, c'est toute l'éducation qui doit aussi se repenser à l'aune de cet outil. Juste un mot peut-être pour être parfaitement clair, il n'y a pas eu de réforme de l'orthographe. Je sais que ça a beaucoup circulé sur les médias, mais malheureusement, il faut parfois se méfier de ce qui circule. C'est quand même dommage aujourd'hui de voir les gens parler d'éducation et de se restreindre à est-ce qu'un accent ou un autre mot va être revu ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, clairement, je pense que les gens attendent autre chose, notamment le numérique. Il y a une étude de l'Institut Montaigne qui vient de sortir qui dit que la France est en retard aujourd'hui quant à l'intégration du numérique dans l'éducation. La France est une superpuissance en Europe et pourtant là-dessus on est en retard. Les chiffres parlent. Vous avez mis donc en place un plan numérique. Si on va sur le site en question, qui en parle, on se rend compte qu'aujourd'hui, vous promettez d'apprendre autrement, mettre plus d'interaction, plus de travail collaboratif. Sur le terrain, ça va donner quoi concrètement ? Alors, d'abord, est-ce que la France est en retard ? Oui, on peut considérer qu'elle l'est d'une certaine façon. Ce qui est étrange, parce que dans les années 90, elle avait plutôt pris de l'avance, mais en procédant de telle manière que ça n'avait pas vraiment marché. C'est-à-dire qu'on avait envoyé des outils informatiques, des ordinateurs à l'époque dans les établissements scolaires qui sont longtemps restés dans les placards parce que les enseignants n'avaient pas été formés à cela, ne s'étaient pas suffisamment appropriés ces outils. Et donc aujourd'hui, nous cherchons non seulement à rattraper notre retard, mais finalement à profiter du temps qui s'est écoulé dernièrement pour faire mieux que les pays qui étaient peut-être en avance sur nous, mais qui sont aussi revenus d'un certain nombre de pratiques. On voit dans des études qui ont été conduites récemment que les pays, par exemple, qui depuis quelques années ont investi dans le numérique, eh bien, leurs résultats dépendent non pas de la qualité de l'outil numérique qu'on met entre les mains des élèves, mais de la capacité des équipes pédagogiques à s'être appropriées ces outils. Donc cette fois-ci, nous tirons les leçons de tout cela. Et le grand plan numérique, c'est à la fois un plan de formation des enseignants, c'est à la fois un plan de création de ressources numériques nouvelles, parce qu'il ne s'agit pas de scanner des manuels papier et de les mettre sous format numérique, il s'agit de créer des applications, des logiciels, des exercices spécifiques sur numérique pour améliorer les compétences et les connaissances des élèves. C'est un plan en même temps d'équipement, bien sûr, parce que pour faire tout cela, il faut quand même que les élèves soient équipés. Et puis c'est un plan, enfin, qui va intégrer la donne numérique dans toutes les disciplines et à tous les âges. Et j'insiste sur ce point parce que, comme vous le dites, on entend parler de beaucoup de l'école dans les débats publics, dans les commentaires, mais rarement sous les angles qui me semblent les plus importants. Récemment, nous avons réformé tous les programmes de la scolarité obligatoire.
que n'a-t-on entendu sur l'histoire, sur plein de choses. En revanche, très peu de choses ont été dites sur ce qui paraît pourtant majeur, à savoir que désormais le numérique s'apprend. Il s'apprend comment? Il s'apprend dès l'école primaire, y compris par des choses très simples qui jusqu'alors n'étaient pas verbalisées. On va apprendre aux enfants à taper sur un clavier. Ça, c'est écrit. On va apprendre aux enfants petit à petit à coder, c'est-à-dire à faire de la programmation informatique, pour comprendre qu'il y a un langage informatique derrière des programmes. On va, dans le cadre du cours de mathématiques, et notamment au collège, beaucoup plus développer les notions d'algorithmique. Eh bien, c'est ça l'introduction du numérique dans toutes les disciplines. Si vous y ajoutez, en plus, toujours dans ces programmes, l'éducation aux médias et à l'information qui nous permet aussi d'apprendre une culture du numérique aux élèves, comment protéger ses données personnelles sur Internet, comment se méfier de la désinformation qu'on y trouve, eh bien nous avons enfin un cadre qui nous permet de dire que les élèves pourront s'émanciper, y compris du numérique. Vous parlez de données, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour justement protéger les apprenants, protéger les enseignants qui émettent des données comme ils respirent. Et pourtant, aujourd'hui, en fait, les équipementiers, ce sont des acteurs américains qui ont un but commercial. Et on le sait aujourd'hui que leur principal chiffre d'affaires vient des données, de la monétisation. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour protéger justement apprenants et enseignants ? Alors c'est un point très important, parce que si on n'est pas en confiance sur ce point-là, du coup on a une espèce d'hostilité à l'égard du numérique que je peux très bien comprendre comme parent. Moi je ne veux pas que les données personnelles de mes enfants se retrouvent n'importe où. Donc c'est très important de fournir un cadre en même temps que ce plan numérique qui nous rassure sur ce point. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté une charte de protection des données qui doit être signée par chacun de nos partenaires dans ce grand plan numérique. Qu'il s'agisse d'institutions, de sociétés commerciales, tous ceux avec lesquels nous travaillons doivent nous garantir qu'il y a protection des données. Par ailleurs, comme ce plan numérique est aussi l'occasion de mener un certain nombre d'expérimentations pédagogiques, et c'est très bien, c'est-à-dire qu'on va dans une académie, dans une école, tester telle façon pédagogique d'utiliser le numérique. Et d'ailleurs, combien d'établissements sont concernés ? Alors, par le plan numérique, à la rentrée 2016, on serait sur 1800 collèges et quelques 1300 écoles primaires. Et l'idée, c'est bien un plan qui se développe sur 3 ans, donc rentrée 2016, rentrée 2017, rentrée 2018, et qu'à la fin de ces 3 ans, nous ayons l'intégralité des collèges qui soient concernés à partir de la classe de 5e. Toutes les nations européennes, dont la France, investissent pour transformer leurs écoles en plaçant le numérique au centre. Conscients de leur déficit de compétences numériques dans un monde en évolution rapide, elles font appel à des digital champions, parmi lesquels Gilles Babinet. Ce dernier milite pour une accélération dans la transformation numérique de nos écoles. Le numérique est en train de véritablement transformer l'éducation aujourd'hui, Gilles Babinet. Il y a de nombreux plans qui sont mis en place, mais on met en avant le renouvellement de l'équipement. Très peu le renouvellement de la pédagogie. Et pourtant, on est d'accord, cette deuxième est beaucoup plus centrale. Oui, c'est un travers souvent observé, vouloir connecter les classes, mettre des tablettes dans les classes, etc. Très clairement, les études montrent que c'est inefficace. C'est-à-dire que vous regardez le doigt plutôt que le soleil et les élèves n'apprennent pas les savoirs fondamentaux. Donc ce qu'il faut, c'est voir ça comme un moyen. On rentre dans la société de la connaissance, on a besoin que les enfants soient évidemment épanouis comme tous les enfants, mais au-delà de ça, qu'ils soient très agiles, qu'ils soient capables d'agréger des savoirs qui viennent d'environnements très différents. Et le numérique peut beaucoup aider à ça, donc il faut l'utiliser à bon escient. Il faut comprendre qu'il permet complètement de changer le protocole pédagogique et il faut le voir avant tout comme ça. Mettre du numérique en surcouche, c'est dangereux et ça n'est pas efficace. Et du coup, comment le numérique peut impacter la pédagogie de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur ? Alors d'abord, il peut personnaliser, on peut avoir des systèmes d'enseignement qui sont très asynchrones, et puis c'est un outil très efficace d'éducation inversée, c'est-à-dire en gros les devoirs en classe et l'éducation à la maison, ça fonctionne bien, mais il faut créer un protocole qui va autour de ça, qui encadre ça, c'est ce qu'ont réussi remarquablement les pays scandinaves, et on s'aperçoit que ça s'applique très très bien avec du numérique. Quand on vous écoute et qu'on voit la place que le numérique va prendre demain à l'école, est-ce que vous ne craignez pas une nouvelle forme d'illettrisme, à savoir celle du numérique, ou en tout cas l'apprentissage de ces outils ? Très clairement, c'est ce que l'on observe. On voit que dans les statistiques européennes, il y a certains pays qui sont forts dans des domaines et dans d'autres pas. La France, par exemple, n'utilise pas très bien les podcasts. Or, les podcasts, c'est des outils de connaissance. Donc l'enseigner, c'est nécessaire. Et avoir juste une petite compréhension
générique de ce que sont les différentes techniques qui existent dans le domaine de l'Internet, ça me semblerait nécessaire à enseigner. Faut-il encore se mettre d'accord sur un programme commun à cet égard ? On parle de la transformation de l'école, mais parlons un peu de la transformation de l'organisme qui gère ça, à savoir l'Éducation nationale. Tous les secteurs d'activité sont impactés aujourd'hui, de la santé au divertissement. On voit des nouveaux entrants qui remettent en question, voire font disparaître en fait des acteurs historiques. Est-ce que vous pensez que l'Éducation nationale aujourd'hui est en danger avec l'arrivée de tous ces nouveaux acteurs ? Je pense très clairement que l'Éducation nationale a du mal à intégrer cette nouvelle dynamique. En particulier, elle reste absolument accrochée à ces notions de notes. L'inspection, pour moi, est une institution d'un autre temps, clairement. Et ça serait bien qu'on arrive à rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on change la structure même de l'organisation de l'Éducation nationale. Plus que le système éducatif, ce sont les éditeurs de livres qui sont en première ligne de cette révolution numérique. Pour la littérature jeunesse, le terrain de jeu est immense et les règles autrement plus complexes que pour les livres classiques pour adultes. Pour en parler, nous sommes partis à la rencontre de Louis Delas, directeur général de la maison d'édition L'École des loisirs. En 50 ans, l'École des loisirs a vu de nombreuses mutations, nombreuses évolutions dans son cœur d'activité. L'arrivée du numérique, j'imagine, est certainement la plus grande des révolutions que vous avez vécues à ce jour. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour profiter justement du numérique ? C'est le travail d'un éditeur de se remettre en question, de se renouveler comme les auteurs. Donc, d'ailleurs, l'École des loisirs, avant d'être une maison d'édition de livres pour enfants, c'était un éditeur de livres scolaires, dont le numérique est là. Et nous, le sentiment que nous avons, c'est que dans le domaine de la fiction, on y voit plus une opportunité qu'un risque. Et on a créé donc les albums filmés de l'École des loisirs qui viennent de sortir là, et qui en fait, sur des supports numériques, tablettes, ordinateurs, télévision, permettent de découvrir avec une mise en scène très simple, une voix, des sons, des bruitages, un univers, des auteurs. Et d'ailleurs, en plus, il y a des tableaux numériques dans les écoles maintenant. Et du coup, on voit très bien que les enfants qui découvrent ces albums vont vers les livres et les lisent. On a fait un petit reportage dans une école où ça se voit très bien. Donc quelque part pour nous c'est plus une opportunité qu'un risque, mais parce que nous sommes aussi dans le domaine de la fiction. C'est une opportunité, mais ce n'est pas votre métier historique. Il y a des acteurs dont c'est la vocation historique. Je pense aux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Comment est-ce que vous percevez l'arrivée de ces acteurs qui veulent clairement s'insérer sur l'éducation ? Est-ce que c'est une opportunité ? Est-ce que c'est une menace ? Bon, d'abord, je ne suis pas forcément objectif. En plus, ce sont des partenaires avec lesquels on travaille. Nous, notre job d'éditeur, c'est de mettre en liaison un contenu, la création d'un auteur avec ses lecteurs. Mais tous les passeurs du livre au milieu, il ne faut pas les balayer. Ces passeurs, c'est les familles, c'est les enseignants, les libraires. Et ces partenaires-là, d'ailleurs, l'École des loisirs, c'est un oxymore, je pense, assez explicite. Donc tous ces partenaires-là, cette chaîne, sont indispensables pour mettre des livres dans les mains des enfants et que ces livres soient les meilleurs possibles pour les aider à se construire, à répondre à leurs questionnements, à leurs attentes. C'est ça notre job, à grandir. Les enfants, c'est votre vocation, j'ai envie de dire, mais les enfants aujourd'hui passent dans un premier temps peut-être plus de temps sur un iPad que sur un livre. Les gens se posent la question de savoir si demain le livre existera encore. Donc est-ce que la maison que vous représentez demain sera 100% numérique ou pas ? Je n'en sais rien, je ne le pense pas et je ne l'espère pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois encore, nous sommes des passeurs de création. Donc si cette création est numérique, mais vous savez, le livre est un objet qui correspond parfaitement aux attentes des enseignants, des enfants. Ils ne sont pas fascinés par la technologie, souvent elle rompt l'histoire. Donc, et puis encore une fois, c'est faire fi de tous ces acteurs qui contribuent. Les enfants sont plus fascinés par la technologie comme notre génération, enfin plutôt ma génération, plutôt que la vôtre. Donc je pense qu'on est beaucoup plus dans le domaine de la complémentarité que de la substitution. Ajoutez à ça en plus qu'aujourd'hui le modèle économique ne fonctionne pas. Ceci dit, ce sont des territoires de création extraordinaires. Et puis encore une fois, entre lecteur et électeur, il n'y a jamais qu'une lettre de différence. On pourrait même dire qu'entre lecteur et e-lecteur, il n'y a qu'une lettre de différence. Et ces acteurs de la chaîne du livre sont indispensables, surtout que c'est un métier artisanal et de proximité qui se fait dans la durée. Le numérique n'a pas uniquement vocation à enrichir l'existant, il le remplace également avec des nouveaux modèles. C'est ainsi que depuis 2012, au moins 10 millions de personnes ont déjà suivi un MOOC, sorte de cours en ligne interactif. Fleuron français, Mathieu Nebras, fondateur de la start-up Open Classroom, nous a ouvert ses portes.
Aujourd'hui, on dénombre des dizaines de millions d'utilisateurs des MOOC et pourtant, les MOOC, ça fait à peu près 4 ans qu'on en parle sérieusement. Comment vous expliquez le succès aussi récent et aussi rapide des MOOC ? C'est d'abord un besoin du marché finalement, c'est un besoin de trouver un emploi, de trouver quelque chose qui convienne dans le monde actuel. Et les MOOC, eux, sont agiles parce qu'ils peuvent être produits et mis à jour rapidement et peuvent être faits aussi à leur rythme et depuis n'importe où dans le monde. Donc finalement, ça correspond à un multiple besoin des gens, d'une formation continue qui s'adapte à la demande des gens. Aujourd'hui, l'ascension elle est fulgurante, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'approche des MOOC qui est trop virtuelle pour certains, qui manque de qualité pour d'autres. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont critiques vis-à-vis des MOOC ? Ce sont des critiques qu'on peut avoir dès qu'il y a une nouveauté. Et la nouveauté, au départ, elle n'est pas forcément très bien maîtrisée par les acteurs. Donc il faut un temps d'adaptation pour que les acteurs eux-mêmes apprennent à formaliser leur formation. Mais clairement, nous, ce qu'on a compris, c'est que la qualité des formations était indépendante du fait qu'elles soient présentielles ou en ligne. Ce n'est pas un débat présentiel ou en ligne, c'est un débat de la qualité de la formation tout court. Et on a des bonnes et des mauvaises formations en présentiel et en ligne. Le but est simplement de trouver la meilleure méthode pour que ces formations en ligne soient de qualité et amènent vers un emploi ou vers un impact sociétal qui soit mesurable et suffisant. Trouver un emploi, voire retrouver un emploi, puisque je crois savoir que aujourd'hui, vous ne vous cantonnez pas de former des jeunes ou des gens qui vont s'insérer sur le marché. Vous accompagnez aussi Pôle emploi et vous allez former 100 000 chômeurs. C'est quoi votre plus-value par rapport à l'approche classique, j'ai envie de dire, de la formation de Pôle emploi ? Alors c'est un peu ce que je disais, c'est la capacité à passer à l'échelle. Quand on parle de former 100 000 personnes, nous, ça ne nous fait pas peur, puisqu'on a les outils, puisqu'on a la technologie, aussi bien la technique et l'humain, qui peut suivre derrière pour former 100 000 personnes. On n'est pas contraint par les 4 murs et par la durée, vous savez, une date de début, une date de fin, et si tu l'as raté, c'est trop tard. Non, là, on peut commencer quand on veut, on peut le faire à son rythme. La formation est élastique, elle s'adapte à la vitesse de progression de l'apprenant. Donc ça, c'est autant de choses qui font qu'on est aussi bien capable de former 100 000 personnes que de se personnaliser à chacune de ces 100 000 personnes. Au global, vous avez combien ? À peu près 2 millions de clients, c'est ça, d'utilisateurs ? On a 2 millions de membres sur la plateforme et on a plus de 3,5 millions aujourd'hui de visiteurs qui viennent chaque mois sur le site se former. On a un peu plus d'1 millier de cours et des dizaines de parcours de formation qui amènent directement vers un certificat qui peut être diplômant, reconnu par l'État, qui est strictement le même d'ailleurs aujourd'hui qu'une formation traditionnelle. Alors du coup, quelles sont les prochaines étapes pour multiplier ce chiffre et passer de 2 à 4, voire 6 millions d'utilisateurs ? Alors il y a 2 axes principaux. On va avoir les thématiques. Donc là, on était historiquement sur la programmation, le développement. On va être de plus en plus sur le web marketing, l'entrepreneuriat, le management, la vente. Ça, ce sont les thématiques qu'on est en train de développer. Et puis aussi les langues, puisqu'on est en train de travailler sur des cours en français, en anglais et en espagnol simultanément pour attaquer ici le marché européen et un peu plus à moyen terme l'Afrique. En bref, conscients des changements qui s'opèrent, les acteurs de l'éducation ne semblent qu'au début de leur transformation. Loin de nier l'amplitude d'une révolution entamée depuis le début des années 2000, ils sont en passe de vivre une nouvelle ère jamais vécue jusqu'ici. Des enseignants aux institutions sans oublier les éditeurs, tous les acteurs tournent une nouvelle page pour se mettre plus que jamais au service des apprenants.